vous êtes très attentifs. Donc, je vais dire un mot bref d'accueil pour dire que c'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui Joël Korn et sa famille, pour commémorer une période douloureuse de leur vie, car ils étaient traqués par la Gestapo, et en raison de l'origine juive de leur père, ils avaient trouvé refuge à Bolazek dans les années 1942-44. Alors Joël précisera tout à l'heure les circonstances. Et en même temps, c'est une émotion forte de rendre hommage, donc plus de 70 ans après, à ces réfugiés qui ont été accueillis à Bolazek. Madame Germaine Korn, la mère de Joël, donc, et de ses sœurs, dont les sœurs est là, qui a 103 ans aujourd'hui, et malheureusement en convalescence. Et elle aura eu grand plaisir à remercier la population de Bolazek, je la cite, le séjour tellement bienveillant de la part de la population qu'elle mentionne à Marie-Noël Postic, une amie et en même temps sociologue du CNRS, et qui a écrit le livre des Juifs du Finistère sous l'occupation. Et bien évidemment, nous rendons aussi hommage aux habitants de Bolazek, en particulier au vieux facteur qui hébergea donc Émeric et Germaine Korn, leurs enfants Joël et Daniel, qui avaient à l'époque 4 ans et 3 ans, dans la mansarde de sa maison. Je n'ai pas retrouvé le nom de ce facteur. Bon, on lui rend hommage. Je ne sais pas si c'était pas François. François Gall. François, certains se souviennent, donc vous pouvez intervenir après parce que ça va être un débat. Ah, salut Jean, c'est à toi, Jean et Jean Porce, qui est président des anciens combattants de Bolazek. Donc je continue mon hommage donc, à Joséphine Barbier, qui accepta de louer à la famille Korn un grand local dans la cour de son commerce. Et là aussi, beaucoup se souviennent de Joséphine, qui tenait un commerce tabac essentiellement, mais enfin aussi épicerie et quincaillerie, et de son fils Jean Barbier, qui devint maire par la suite. Et je pense que sa femme devait le dire également. Elle est là. Très bien, très bien. Alors, vous êtes donc la veuve de Jean Barbier. Alors, évidemment aussi un hommage qu'on doit rendre à Marie-Françoise et François Leroux, qui embaucha Émeric, donc ton père, dans leur ferme de Baudanec. Et certains de ses petits-enfants sont présents. Je les remercie d'être également venus. Alors, dans ces entrefaites, si on peut dire, les Allemands arrivèrent dans la commune et installèrent leur cuisine dans la salle attenante au local où se trouvait votre famille, donc y compris votre grand-mère. Hein, et vous aurez tout à l'heure des photos que vous pourrez nous montrer. Alors, bien évidemment, dans une circonstance inattendue, puisque on avait dit à votre mère, venez à Bolazek, les Allemands n'y iront jamais. Ils sont venus, et donc circonstance angoissante aussi, ce qui vous contraignit à continuer votre cavale vers Plourach. Mais vous le préciserez tout à l'heure. Alors, Émeric rejoignit le maquis détachement de Bolazek, commandé par l'instituteur Le Gallou, et quelqu'un m'a dit que le fils de Le Gallou est présent, donc était rattaché à la compagnie FTP Pierre Le Foll de Scrignac, et certains, Jean Porce doit mieux connaître que moi. Émeric, donc ton père, a obtenu la croix du combattant, étoile d'argent, médaillé militaire et décoré de l'ordre des résistants. Alors, Joël, donc son fils,
est actuel président des anciens combattants de Carantec et vice-président départemental de l'UFCA, qui va donc vous ouvrir ses souvenirs avec la sensibilité et l'humanisme qui le caractérise et que j'ai pu apprécier à travers quelques échanges téléphoniques et puis donc aussi par la suite. Alors, je vais quand même faire donner un mot avant de vous donner la parole en rapport avec l'actualité, parce que je pense que c'est une circonstance. Nous rendons hommage à la population de Blazec pour avoir donné refuge à une famille morlaisienne, victime de ses origines religieuses. Aujourd'hui, donc à l'occasion de cette commémoration, on ne peut pas ne pas faire le lien avec les réfugiés du Moyen-Orient qui cherchent un asile dans des conditions on ne peut plus déplorables, que tout le monde sait. Je pense qu'on peut dire que c'est déplorable ce qui se passe. 500 morts encore, je crois, dans la Méditerranée, voilà. Et qui sont eux aussi victimes de leurs différences de religion, et puis aussi victimes de la guerre. Alors, j'indiquerai, pour aller assez vite, que la présente conférence fut donnée par Emma Oxenby-Wolfart, qui est là, qui fait partie de l'association, qui s'interrogea sur sa quête d'identité, donc au mois de janvier. Emma est suédoise et est venue s'installer avec son mari Magnus à Bolazek. Journaliste, elle est webmaster de l'association. Et donc l'enregistrement qu'elle prend dans son caméscope sera mis sur le site de l'association, de notre association. Et ce sera aussi une façon de l'association de rendre hommage à la famille Korn. Et je crois qu'elle sera facile de faire une copie si la famille Korn le souhaite. Je dirais un mot tout de même sur l'association, parce que, en raison de son objet et de son fonctionnement, elle a comme principe la liberté d'expression et l'ouverture sans exclusive. En particulier, les membres de l'association ont tenu à ce qu'on mentionne que l'exclusion au motif des origines ethniques, de la religion et du détournement de la vérité historique, c'est-à-dire le négationnisme, sont des choses, des motifs sur lesquels on ne peut pas transiger. Et donc, comme on a comme thème qu'on a décidé en Assemblée Générale constituante au mois de septembre 2015, on a Histoire des guerres en rapport avec la région. Donc là, c'est un thème, le thème d'aujourd'hui, entre tout à fait dans ce cadre. On a aussi, je vous le signale, comme thème l'histoire familiale des Bolésécois qui sont partis comme migrants au Havre. Il y a un article d'ailleurs dans l'Ouest de France qui traitait de cela. Hein. Et puis la question de la migration, les migrations, ainsi que des mines de l'industrie minière dans la région, et puis aussi le système alimentaire et de la vie rurale, qui est un thème très intéressant, parce que ça permet de voir comment ont évolué les choses. Cette association est ouverte, et si ceux qui souhaitent y adhérer, il y a une feuille à côté pour la fin. Donc notre objectif est d'organiser des réunions en vue de faire des conférences comme nous le faisons aujourd'hui, en sachant que en Assemblée Générale qui vient de se tenir à l'instant, l'association a inclus dans ses objectifs la lutte contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Donc ce sera complété, les statuts que vous pouvez voir si vous voulez. Donc je vais passer la parole à Monsieur Le Calvé, Joseph Le Calvé, qui est le maire de Bolazec, puis ensuite à Fonch ou François Plébert, qui était voisin de la famille Korn de la rue des Vieilles Murailles à Morlaix, et qui a pris en charge, a été la cheville ouvrière de la réunion d'aujourd'hui, qu'il a fait avec conviction et même passion.
Et puis ensuite, ce sera Joël Korn qui fera son exposé. J'espère que je vais peut-être trop long. Voilà. Moi, je ne vais pas être très long. Donc, ça va se faire assez rapidement. D'abord, un grand merci à vous tous d'être venus dans notre petite commune pour une première, grâce à M. Misteco. Voilà, donc Bolazec est une petite commune d'une superficie de 17 hectares 47. Donc, pardon, je me suis trompé au départ. 1747 hectares. Et une population de 200, c'est petit quand même. C'est petit quand même. Voilà. Et une population de 200 habitants. La situation géographique, elle se situe dans les Monts d'Arrée. Bolazec, commune rurale avec 10 agriculteurs, dont 5 font également de l'élevage de poulets. Sur la commune, il y a également un artiste peintre. Vous connaissez tous le serpent de Bolazec. Voilà ce qu'il nous a fait, notre artiste. Le fameux serpent de Bolazec. Voilà, qui était dans une autre salle, avant une ancienne salle, qui est complètement dégradée d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc il nous a fait ça. Un artiste peintre, donc le serpent de Bolazec. Un magnétiseur aussi également qui est à la campagne. Une entreprise de travaux agricoles. Il y a également un gîte rural à Bolazec-Birn, aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Au cas où quelqu'un ce soir voudrait dormir à Bolazec, c'est faisable. Voilà. Il y a également un commerce, un restaurant, un bar-restaurant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous souhaite une bonne continuation. Un garage, j'ai oublié. Oh, je me fais randonner. Et un garage. C'est vrai, le garage. Là, un garage, voilà, mécanique générale. Oui. Et ils sont à 3 ou 4 à travailler. Oui, oui. 2 associés. Et puis, 2 associés, plus des ouvriers. Ils ont du boulot. Ouais. Oui, oui. Bon, merci à vous tous. Merci. Bonsoir. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc il est clair qu'il y a de l'émotion dans ce retour d'un enfant du pays, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, à Bolazec, donc à Joël Korn, à sa famille, à ses amis. Je tiens à dire au nom de l'association combien nous sommes honorés d'avoir bien voulu accepter notre invitation à ce colloque qui revient sur un épisode exemplaire, car dans le cas de la famille Korn, pour que leur histoire, disons, trouve un dénouement heureux, il aura fallu que des personnes ordinaires se conduisent, je dirais, de façon extraordinaire. Ces hommes, ces femmes, au premier rang desquels je place l'inspecteur Joseph Lelouret, la famille Leroux de Bodénec, Joséphine Barbier et son fils Jean, Odette, dont je ne connais pas le patronyme, Je crois que c'est le même. Odette Lemaine apparemment, d'après Joël, la petite jeune fille donc dont Madame Germaine Korn parle dans son journal personnel. Oui, il y a une intervention. Oui, c'est la fille de Maria Boutawa. Très bien. Ah oui. Ah oui. Donc toutes ces personnes jouaient un rôle capital. Donc, hommage donc à eux qui accueillirent chez eux des proscrits. Hommage à la famille Korn qui revient le temps de quelques heures sur les lieux où ils furent accueillis avec leur mère et leur grand-mère maternelle. Et faire en sorte de rappeler ce geste de fraternité, pour nous en tant qu'association, c'est répondre à la nécessité morale de ne pas oublier. On parle du devoir de mémoire, je vous laisse juger si l'expression est la bonne. Mais si cette histoire est exemplaire, selon moi, c'est qu'une succession de rencontres, je dirais comme autant de signes du destin, permettront le dénouement dont je parlais. Il aura fallu en particulier, comme je disais, qu'un homme comme l'inspecteur Lelourec, dans un contexte singulier, exerce sa liberté et se rende au petit matin tirer la sonnette au domicile de la famille Korn, rue des Vieilles Murailles à Morlaix, pour les prévenir de l'imminence de leur arrestation. Et je vais être bref sur le contexte, mais le contexte historique, malgré tout, il faut le rappeler.
Et pour bien prendre la mesure des choses, on est à l'été 42, l'automne 42. La rotation des convois, c'est une expression de Madame Postic dans son livre. La rotation des convois entre le 19 et le 30 novembre, 29 convois quittent la gare de Bobigny de Rancy pour Auschwitz. 29 convois en 2 mois et demi, c'est-à-dire un départ tous les 2 ou 3 jours. Pour vous donner une idée, une grandeur, un peu un ordre de grandeur, ce sont 35 000 personnes qui sont déportées d'un coup, je dirais. Je vous renvoie donc au livre là-dessus de Marie-Noëlle Postic, dont a parlé Yves, qui a pour titre « Des Juifs du Finistère sous l'occupation » et qui dresse un tableau général de la situation dans le département. La mi-novembre, en raison de l'offensive russe, marque un arrêt provisoire des départs du camp de Drancy, qui reprendront le 9 février 1943 avec le convoi 46 à destination d'Auschwitz. À cette époque déjà, si Joël ne me dément pas, la famille Korn se trouve à Bolazek ou dans les environs pour son père. Donc je ne reviens pas sur les conditions de transport que vous connaissez aussi bien que moi vers les camps de la mort. Peut-être dire simplement qu'il y a une espèce de règles, de normes. N'entrent au camp que les hommes de 15 à 50 ans et les femmes jusqu'à 40. Cela, si elles paraissent suffisamment robustes pour survivre un temps aux travaux de force, aux privations, aux brimades, aux coups, au froid, etc. Encore faut-il qu'elles n'aient pas d'enfants. Si elles ont des enfants, vous connaissez la suite, c'est directement la chambre à gaz. Le 2 novembre 1942, le sous-préfet de Morlaix rend compte au préfet du préfet du Finistère des changements intervenus quant à la situation des résidents juifs dans l'arrondissement de Morlaix. Je cite exactement parce que ça a un intérêt dans le cas qui nous occupe. Les patronymes sont écorchés, sans aucune considération. Il est dit textuellement « Les personnes ci-après de race juive ont été arrêtées » et de citer David Selinger, Jules Perpère et Madame Perpère, née Kalnichi. C'est la famille Perpère à qui Marie-Noëlle Postic consacre tout un livre. Benjamin Ségaler ou Ségalé et Madame Ségalé. En outre, ajoute-t-il, le nommé Emmerich Korn, de race juive, né le 12 juin 1907 à Xez, Hongrie, de nationalité française, ouvrier peintre, domicilié à Morlaix depuis le 6 août 1934, a quitté Morlaix depuis le 12 octobre avec sa famille pour une destination inconnue. Il s'agit bien entendu du 12 octobre 1942. Il y a donc cette première fuite de la famille, sur laquelle Joël reviendra tout à l'heure, avec un retour provisoire, au moins d'une partie de la famille à Morlaix, fin 42, et début 43, Emmerich, le père, donc, quitte Plébin pour chercher une nouvelle cache près de Bolazek. Il travaille dans une ferme et c'est un jeune garçon, Jean Barbier, dont Madame Barbier nous fait l'honneur d'être ici et en sa mémoire. Jean Barbier, dont Emmerich a été probablement l'entraîneur de foot, leur a trouvé ce refuge. Et tandis que Emmerich se cache chez les Roux à Bodennec, les Leroux, pardon, excusez-moi, chez les Leroux à Bodennec, Germaine, la mère de Joël, de Daniel, sa mère à elle et les enfants sont logés en plein cœur du bourg, au vu de tous, après être restés 2 mois dans une mansarde chez un vieux facteur, on en a parlé. Et elle se trouve chez Joséphine Barbier, qui tient un commerce d'épicerie, tabac, restaurant et débit, bistrot, si j'ai bien compris. Pendant ce temps, dans toute la France, les choses, les choses s'assombrissent. Et on est début 44, la milice met les bouchées doubles, les RAF visent dans l'ordre les résistants, les réfractaires du STO, du service du travail obligatoire, les juifs. Le 10 janvier 44, elle assassine Victor Bach, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, et sa femme Hélène. Près de leur cadavre, quelqu'un a écrit «
le juif paie toujours. En juin, c'est le tour de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, et en juillet, celui de Georges Mandel. Puis donc ce sera le dénouement, et je vais pratiquement en terminer là, avec l'arrivée des Américains. Ce sera le retour au bercail des réfugiés de Bolazec, rue des Vieilles Murailles à Morlaix, le travail pour Émeric sur les chantiers, pour le père de Joël et de Daniel et de Claude, le retour à la normale, et en quelque sorte l'envie de vivre comme tout le monde, de refermer la parenthèse. Avant de laisser la parole à Joël, je voudrais encore dire que l'histoire est faite de toutes ces petites histoires individuelles, mais je crois qu'ils ne sont pas secondaires, dont il est important de se souvenir. Je vous laisse juge, en tout cas, de savoir si elles constituent ou pas un maillon de la grande histoire à laquelle elles apportent, selon moi, une touche d'humanité. Et Joël en est ici le témoin aujourd'hui. Il me reste beaucoup de questions, entre autres sur le port de l'étoile, sur le sort des enfants, sur l'antisémitisme en général, mais bon, je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes de Joël, à qui je cède de la parole. Merci François. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, les conseillers, monsieur le président Yves Thépeau de l'association Histoire locale Breil, monsieur François Plébert, cheville ouvrière de cette conférence, mesdames, messieurs, c'est avec tout à l'heure émotion que j'ai rencontré des gens de Bolazec, que nous nous sommes connus dans les années très sombres de notre vie. Et c'est l'occasion d'avoir organisé cette conférence qui me fait revenir sur les lieux mêmes 73 ans après. Donc, il y a certaines choses qui remontent et des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Et c'est avec une grande émotion de me trouver en ce jour à Bolazec, où tout revient à la surface. Avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je suis Joël Corne, le réfugié de Bolazec, ancien entrepreneur de peinture à Morlaix, où j'ai repris l'entreprise paternelle en 1969, créée par Émeric en 1936. Nous avions beaucoup de travail, mais en 1985, j'ai cédé à mon personnel l'entreprise car les mandats professionnels patronaux étaient devenus trop importants. Nous avons changé de direction et pour laisser et abandonner tous les différents mandats prud'hommes, sécurité sociale, CPAM, etc., commission sociale et paritaire au niveau région, le seul moyen, c'était de partir. Nous avons changé de direction et nous avons acheté en 1985 une librairie papeterie à Céret dans les Pyrénées-Orientales. Une petite sous-préfecture. Et nous l'avons tenue jusqu'en 1995, où j'ai quand même 10 ans, où j'ai quand même un peu œuvré là-bas, en étant encore juge à Perpignan, en étant encore président des commerçants à Céret, et chambre de commerce également. Alors, je suis retourné en Bretagne, ma Bretagne natale, en retraite, si l'on peut appeler cela comme ça. Enfin, j'ai fait un pressbook qui sera à votre disposition tout à l'heure, vous le regarderez, car je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et j'ai quand même fait 2 mandats à la mairie de Carantec, en tant que responsable de CCAS avec le général François de Gouet-Bevillan, j'étais donc son adjoint, et quelques petits mandats patriotiques d'association des combattants. Voilà. Donc,
Je remercie également toutes les personnalités du monde combattant que je vois ici cet après-midi. Je vais parler du président départemental, M. Édouard Leclerc. Je veux parler du secrétaire général de l'UFAC au niveau départemental et tous mes amis avec qui nous travaillons dans ces associations respectives. Donc, j'ai reçu un appel de M. Plébert me demandant si j'accepterais de venir raconter cette période et que c'était pour eux leur deuxième conférence. J'ai été toute la vie impliqué dans diverses associations, milieux associatifs, et je n'ai pas pu dire mieux. Je me suis posé la question, néanmoins, aurais-je le temps de réunir toutes les informations, les souvenirs d'une période si difficile, où les liens étaient inexistants entre la population, les personnes ne s'exprimant pas, même dans les familles, entre les pros et les contre, car ne l'oublions pas, en ce qui concerne la Bretagne, la promesse de l'indépendance était promise. Était-ce un leurre pour fractionner les populations et les tenir dans un certain degré de méfiance entre eux? Mais la méfiance était de mise, de peur d'être dénoncé. Les milices, des gens, des espions, les profiteurs, les rapaces, guettant les proies, les bonnes affaires qui sont devenues riches, très riches pour certains. Voilà donc 73 ans, après une grande émotion de revenir. Et quand je revois le joli bourg de Bollazek aujourd'hui, cela me réjouit. Quel chemin parcouru en un demi-siècle. Bollazek 42, 43, 44. Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Rien à voir. Mais un joli bourg du centre-Bretagne, où je reste persuadé qu'il fait bon y vivre. Notre grange a dû disparaître pour laisser la place à point d'interrogation. Eh bien, mes souvenirs d'enfant, j'ai dessiné les lieux comme cela était à cette époque, sans fioriture, avec la stricte exactitude qui composait le logement de réfugiés, c'est-à-dire 3 fois rien, même pas le strict minimum. Mais avant l'arrivée des Allemands, nous étions quand même heureux. Je ne parlerai pas de la nourriture, parce que les rutabagas, quand je vois certains qui veulent remettre ça au bout du jour, ce sont des gens qui n'ont pas connu la guerre. C'est quand vous aurez mangé pendant 4 ans des rutabagas tous les jours, moi, je ne remettrai pas ça jamais dans mon jardin. Ainsi que le pain noir, avec des morceaux de paille, ça avait du mal à descendre. Voilà. Voilà pour l'entreprise. Alors, je vais vous donner lecture des origines. Comment des gens arrivent à être déracinés. Les populations arrivent à être déracinées parce qu'il y a des changements fondamentaux qui rentrent dans des situations précises. Donc je vais vous dire brièvement le traité du Trianon qui a été signé le 4 juin 1920 par les puissances belligérantes de la Première Guerre sont le Royaume-Uni, la France, les USA, l'Italie, la Roumanie, la Serbe, les Croates et Slovènes, qui devient le royaume de la Yougoslavie en 1929. Puis le détachement de la Tchécoslovaquie et de l'autre Autriche-Hongrie. Si vous vous souvenez le fameux film Sissi impératrice avec Romy Schneider, c'était cette histoire. C'est cette histoire. À la signature du traité, donc le détachement de la Tchécoslovaquie, je vous disais ça, l'Hongrie perd ainsi les 2/3 de son territoire, passant de 325 000 millions de kilomètres carrés avant la guerre à 92 962 après.
La signature de pays du père également son accès à la mer par la Croatie. Rattachée au royaume certes croate, elle perd de plus la totalité de ses mines, des mines d'or, d'argent, de cuivre, de sel, et 5 de ces 10 villes les plus peuplées, des forêts, des chemins de fer, des canaux, des usines, ses minéraux et ses terres cultivables. Le géographe français, Emmanuel de Marton, trace la nouvelle frontière de la Hongrie en suivant les limites des zones rurales, à majorité hongroise, et des zones excentrées habitées par des Hongrois. La Transylvanie, par exemple, très déçue des pertes de territoire imposées à son pays, le comte Carol VI préfère démissionner. L'archiduc Joseph de Habsbourg, qui était le duc dont mon grand-père était son régisseur. Je vous dirai après, un petit peu plus loin. Néanmoins, il revient comme régent du pays pour une courte période entre août et novembre 1919, mais Budapest est déjà sous occupation roumaine. Et c'est dans ces conditions chaotiques que Samuel, mon grand-père, tire sa révérence par chagrin et désespoir. Le château du duc, qui était hongrois, est devenu roumain. Plus la même langue, les étrangers, le château a été saisi et ils se sont retrouvés à la porte. Donc, plus de toit pour les enfants, alors ce fut la fuite vers un nouvel Eldorado. J'ai un oncle qui est parti exilé sur les États-Unis. Mon père, mes 2 tantes et ma grand-mère se sont dirigés sur Paris. En 1942, certains avaient choisi les USA, la Transylvanie, au pied des Carpates, zone froide de l'Europe centrale. L'hiver était rude. Aussi, l'hiver se préparait l'été. Et les enfants travaillaient pour faire de quoi. Ils vivaient en pleine autarcie dans ces pays où la neige et le froid duraient plusieurs mois par an. Donc il fallait préparer, cultiver à la bonne période pour engranger et des légumes. Et ils avaient une manière, notamment avec les choux qui étaient mis dans des barils de bois, étaient coupés en fines lamelles et ils passaient tout l'hiver sous 1 mètre de neige. Donc c'était ça le congélateur. Il n'y avait pas d'électricité d'ailleurs dans le château, donc c'était leur congélateur. Alors ils avaient une basse-cour avec des oies, des canards, donc ils faisaient le foie gras, ils faisaient tout ça, ils avaient tout ce qu'il fallait. Des quantités de pâtes sous différentes formes et saveurs, des torognards, des pâtes pour faire avec des choux, des gnocchis, des goulaches, des choux farcis, des tartes énormes aux pommes, fromage blanc et d'autres aux noix, des brioches énormes qui se levaient sous des pulls de laine. Cette organisation était vitale, car le château était dans un endroit désertique et il ne pouvait compter sur personne. Les enfants n'allaient pas à l'école, mais un précepteur venait leur faire des cours. Émeric était le dernier de la fratrie. Dans une grande admiration pour son père, il était souvent en déplacement. Et chaque fois que son père devait partir, il lui demandait de monter sur la troïka. Et chaque fois, on attachait la luge d'Émeric derrière avec une ficelle. Et quand Samuel, vêtu de son manteau de fourrure, claquait le fouet, les chevaux galops partaient et Émeric restait toujours à la même place. À chaque fois, c'était la même chose, il voulait partir. Restaient au point de départ les Carpates, région montagneuse où les loups étaient nombreux.
Le grand-père avait toujours du pétrole. Quand il fallait s'arrêter, un grand cercle de feu pour éviter toute attaque et assurer la protection des chevaux. Les déplacements nombreux, car le domaine était immense, et comme ingénieur agronome, il devait analyser les terres pour avoir une meilleure rentabilité et une rotation des cultures. Une de mes tantes me disait qu'il fallait plusieurs jours à cheval pour se rendre d'un bout à l'autre, et beaucoup de personnes travaillaient pour le duc Joseph de Habsbourg. Le salaire était suivant les résultats. Donc Samuel gérait cela au mieux pour tout le monde. En 1976, notre père, en 1976, après le décès de notre père, nous sommes allés à Budapest, où le dernier de la fratrie était resté. Il n'a jamais quitté la Hongrie, le pauvre Andor, c'est-à-dire en français André. Il était sourd et muet, et compte tenu de cet handicap, il n'a jamais voulu quitter la Hongrie. Il est resté là-bas. Donc, au décès de notre père, nous avons rempli notre caravane d'habits, de vêtements, de chaussures, de tous les vêtements qu'il y avait. Nous nous sommes donné rendez-vous au terrain de camping international de Budapest. Il y avait, pour ainsi dire, que des étrangers, que des gens des pays de l'Est, de la RDA, beaucoup des Russes, pas de Français, hein, j'étais le seul Français. Mais je n'ai pas eu besoin de demander rien du tout, car quand je l'ai vu arriver, de suite je l'ai reconnu, il avait la même allure que mon père, il était la même figure. On s'est retrouvés dans un moment très fort. Alors nous avons également fait connaissance j'ai fait également connaissance de ma cousine qui s'appelait Ilonka, qui avait 3 petits-enfants. Et qui, dans une certaine période difficile également en Hongrie, vous le savez, puisque déjà en 1956, il y a eu l'attaque de l'armée russe qui ont attaqué Budapest, dont les bâtiments ne sont pas encore réparés, même encore aujourd'hui. Donc, ils ont trouvé un moyen, ils ont quitté la Hongrie et se sont exilés en Finlande. Je n'ai plus aucune nouvelle. Je n'ai plus ni d'elle, de notre cousine et de son mari et de ses petits. Voilà. Donc, notre oncle Andor vivait... ils étaient logés, ils avaient une chambre. Et il y avait une cuisine collective pour 8 familles. C'est-à-dire que la cuisine, il y avait un réchaud, et les personnes avaient de telle heure à telle heure pour préparer leur manger, et puis c'était fini. C'était fini, et après se retrouvaient dans la chambre. Donc nous n'avons jamais pu aller chez eux. C'est pas possible. Alors on arrive sur la période de Bolazek. Moi je dirais même que c'est octobre 1942. Donc il était 7 h du matin quand la grille entourant notre courette rue des Vieilles Murailles fut secouée. C'était M. Le Lourec qui nous dit « Partez, partez vite, à 8 h, j'ai ordre de venir vous arrêter. » Nous sommes partis avec 3 forains, des papiers remontant avec des papiers. Ma mère avait dû prendre son livret de famille. Nous sommes partis remonter par Kernéguès, au-dessus de la rue des Vieilles Murailles, pour attraper Plourin et Huelgoat. Nous avions un oncle à Huelgoat, qui s'appelait M. Paul Bezy, qui est décédé il y a quelques années. C'était aussi un ancien combattant. Il faisait partie de l'union des anciens combattants du Huelgoat. Et qui avait
réussi à convaincre la mère supérieure de l'hôpital du Helgoat pour que nous puissions aller nous réfugier dans une chambre, dans une mansarde, au-dessus de cet hôpital. Bon. Nous avons eu au cours de notre marche forcée un violent orage, une pluie abondante, aussi forte que notre chagrin. Nous sommes arrivés à pied en fin de journée, trempés, transis de froid. Une religieuse savait qu'il y avait 2 jeunes enfants. Elle avait allumé le poêle et nous avons pu nous sécher un peu et nous nous sommes endormis par terre sans manger. Tellement fatigués, on s'est endormis comme ça. Notre séjour a été relativement court. Ça a duré même pas 48 heures, car les gendarmes sont venus interroger la mère supérieure en lui demandant « Il paraît que vous avez des réfugiés chez vous ». Oui. Alors, les gendarmes ont dit « Il faut qu'ils partent, sinon on va être obligé de les arrêter ». Donc, nous avons pris un car qui nous a conduits sur Quimper. Et puis, à Quimper, on est parti dans la limite de la Vendée et du 44. Ça s'appelle Remouillé, où ma grand-mère avait un parent qui était boulanger, mais boulanger en retraite, et puis qui nous a hébergés pendant quelque temps. Mais ce fut extrêmement difficile, parce qu'il y avait les cartes de rationnement. Tout était régimenté, on ne pouvait pas acheter comme ça, même avec de l'argent. Il fallait des cartes, sans cartes on n'avait pas. Chaque fois c'était pointé, etc. Ça laissait des traces. Bon, alors il y a eu un décret de Pétain à tous les fonctionnaires de lui prêter serment de fidélité. Une cérémonie officielle a eu lieu pour la police le 20 janvier 1942, au cours de laquelle 3000 de la garde de Paris, de la police nationale et de la préfecture de police se réunissent dans la grande salle du palais Chaillot, sous la présidence de M. Pierre Puchet, ministre de l'Intérieur. Le serment prêté en ces termes. Je jure fidélité en la personne du chef de l'État et en tout ce qu'il commande dans l'intérêt du service de l'ordre public et pour le bien de la patrie. Ce à quoi les policiers levèrent la main droite, je le jure. Donc, nous sommes partis rapidement, je vous ai dit, vers cette destination. On est resté 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Mais c'est un village aussi, c'était pareil, où la suspicion était de mise, où chacun, tout est de l'autre, on ne savait pas trop. Ces gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Que viennent-ils faire là? Ces deux gamins, ces femmes, pourquoi, etc. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Alors, ma mère était professeure de coupe et de couture, et puis dans la rue des Vieilles Murailles. Alors, vous savez qu'à cette période, les magasins de vêtements n'existaient pas, ce n'était pas comme maintenant, où il y a des magasins de vêtements tant et plus. Le Made in China n'existait pas, ni Taïwan non plus. C'était des femmes qui préparaient et qui faisaient les vêtements. Et donc, il était important de savoir faire des patrons, de savoir comment faire pour prendre des mesures, on s'habillait. C'était des dames qui faisaient des coutures, qui faisaient des manteaux, qui faisaient des pantalons, etc., etc. Donc, c'est là, une jeune fille arrive de Bolazec, qui était en stage, elle s'appelait Odette.
car il y avait eu un bombardement sur le viaduc causant des dégâts sur la ville. Alors, effectivement, quand elle dit faisant des dégâts sur la ville, Morlaix, ville meurtrie, les raids alliés sur le viaduc du 29 janvier 1943, opération Ramrod 50, est exécutée par 12 avions appartenant à l'escadrille 226 de la RAF et gagne Exter, où les rejoint une escorte de 60 chasseurs Spitfire et Typhon. Ces derniers, ouvrant une couverture arrière, les sirènes donnent l'alerte, les tirs de la flaque retentissent et en quelques secondes, lâchant un chapelet de 43 bombes explosives sur Morlaix, les Ursulines sont touchées, le Carmel est touché, Saint-Charles est touché, le Calvaire également, la rue Émile Cloret, le Créoux, l'église Sainte-Melaine de la rue Ange de Guernisard, la place Thiers, la place Cornic, la rue Carnot, Notre-Dame de Lourdes, 39 enfants de 4 à 7 ans sont morts. En ville, on dénombre également 32 morts et des dizaines de blessés. Bien sûr, le viaduc était un point stratégique pour couper les lignes de ravitaillement des munitions et des troupes fraîches. Notre maison, rue des Vieilles Murailles, était pas très loin à vol d'oiseau. Et les déflagrations portaient une onde de choc épouvantable, effrayante. La maison tremblait, et nous aussi. Dans la nuit du 20 au 21 mars, des bombes de 250 kilos ont été lâchées sur le viaduc. Au matin, on en découvre 5 non explosés. Nous étions partis de Morlaix pour Boislazec, mais il n'y avait pas eu de victimes. Malgré ce carnage tuant tant de victimes, nos alliés, nous pardonnons ces actions qui étaient pour nous libérer. Je vous parlerai de l'un d'entre eux, de la RAF, George Wood, le 31 octobre, la commémoration où il a eu la remise de la Légion d'honneur. Et mon ami Pascal Messager, qui est ici présent, a été une des personnes qui a organisé une manifestation extraordinaire que l'on garde en mémoire toute une vie. Je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Donc Odette disait, pourquoi votre maman et les enfants, vous n'iriez pas à Boislazec, un petit village perdu au milieu de nulle part. Il n'y a jamais eu d'Allemands et il n'y en aura pas. C'est ainsi que nous avons tenté et trouvé le facteur, un blessé de guerre, 14-18, amputé d'un bras, et avions une mansarde. Mais après 2 mois de présence, sa femme apprend que nous étions réfugiés et qu'il fallait chercher autre chose. Ils avaient peur des représailles. Leur maison était à l'entrée du bourg, une maison relativement récente. Donc Jean Barbier, qui était au lycée, apprend cela. Et aussi sec, il va trouver sa mère, Joséphine. « Maman, je connais M. Korn. C'est mon joueur préféré. Nous avons de la place dans la cour, et c'est comme cela que nous sommes arrivés chez Madame Barbier. Nous avons loué sa grange, nous n'étions plus en guerre. Il y avait des oiseaux qui chantaient. Nous étions dans une grande cour, à l'abri des vents, pas de boue. Il y avait un grand puits, des petites crèches, une grande auge en granit, plus de bruit de bombes. Nous avions changé d'hémisphère. La grange était assez grande. Une pièce au rez-de-chaussée cimentée, une cheminée à droite, une échelle de meunier menant à un grenier. Il y avait un bec électrique au rez-de-chaussée et un autre dans le grenier. Par contre, devant, les façades étaient faites de planches disjointes, mais les pignons étaient en moellon. Mais la cheminée
et le devant de la porte, un véritable extracteur. Il n'y avait pas besoin de ventilation mécanique. Hein. Il y avait le vent passé suffisamment. Voilà. Alors donc, le soir, comme il n'y avait pas de serrure sur cette fameuse porte, c'était un espèce de loquet en bois que l'on était. Donc, le soir, avec ma grand-mère, je dormais dans un lit-cage qui était sur roulette, un lit-cage pour une personne. Donc on enfilait dans l'embrasure de la porte le lit-cage, mais il fallait le retirer le matin pour le rouler et pour pouvoir le replier. Donc moi je dormais là et ma petite sœur dormait avec ma grand-mère. Et ma mère, quand elle était là, au grenier. Voilà comment que ça se passait. Madame Barbier était une femme, très bonne femme, magnifique. Elle était avec un abord un peu froid pour des personnes de passage, mais qui méritaient à être connues. Cela n'a guère duré longtemps. Une amitié solide avec ma grand-mère, Jeanne-Françoise, qui a eu aussi une enfance malheureuse. Dans une grande fratrie à Luzivilly, près du Pontou, entre le Pontou et tout. Ils avaient la grand-mère, la grand-mère de mon grand-père, vous voyez, ça fait loin, était paralysée. Et donc, la cheminée fonctionnait nuit et jour. Nuit et jour. Elle ne pouvait pas se coucher, elle était dans un fauteuil et elle était là, dans l'âtre de la cheminée. Et c'était comme ça. Et un beau jour, le feu s'est propagé dans la toiture. La ferme brûlait. Plus de maison. Il y avait 11 enfants. Plus moyen de travailler les terres. Donc, ils ont tout abandonné. Et l'assureur, mon arrière-grand-père, ne savait ni lire ni écrire. L'assureur lui a dit, comme les papiers avaient brûlé, on lui a dit qu'il n'était plus assuré, qu'il n'avait pas payé. Donc, il a tout perdu. Alors, les enfants ont été placés chez des dames patronesses, dans des familles comme ça, dispersées. Et voilà. Elle s'est mariée relativement jeune. Et en 1916, mon grand-père est mort dans la Somme. Il est mort dans la Somme. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, laissant une veuve, 2 enfants, employés à la manufacture des tabacs en 1940. Elle fut mise en retraite à 50 ans. Donc mon grand-père, Légion d'honneur, pour s'être distingué par son courageux dévouement, signé Georges Clemenceau. Autre diplôme, mort pour la France, hommage de la nation, signé Raymond Poincaré. Citation d'ordre de l'armée pour sa bravoure, croix de guerre avec palme. Joséphine tenait la boutique, elle était vaillante et ne parlait pas au hasard. Le commerce était un petit peu un capharnaüm. C'était sombre. Une lutique, comme on dit en breton, qui éclairait une petite ampoule avec des fenêtres petites. Et un peu d'épicerie, le tabac. Et alors, encore aujourd'hui, j'ai encore l'odeur de ce tabac chiqué, qu'on appelait le roll, qui baignait dans un jus noirâtre, et que l'on prenait, et que l'on coupait des bouts, et que l'on pesait. Hein? C'est pas comme ça. Il y avait le grillage. Voilà. J'ai encore la balance. Et encore la balance. Alors le button, on le posait sur la balance et on pesait. Mais alors, ouais. Bon, alors il y avait encore, donc il faisait des clous. Alors ça, c'était M. Barbier.
que je voyais toujours avec sa casquette vissée sur son crâne, là, qui allait pour le Je ne l'ai pas connu, moi. Je ne l'ai pas connu. Voilà. Bon. Et puis alors, de l'autre côté, il y avait un brave gars qui avait un bistrot, que c'était Arthur. Arthur Binet. Oui, Madame Berbier, en plus, elle a la cabine téléphonique. Oui, il y avait une cabine téléphonique en plus. C'était le supermarché de l'époque. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Mais il y avait une cabine téléphonique. Tout le monde venait téléphoner. Il y avait une mercerie, il y avait Tout à fait, même le travail. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais alors, ce putain là. C'était de sud à droite dans votre. Ouais. Voilà. Bon, alors voilà, j'ai fait donc un premier, si vous voulez qu'on pose déjà des questions, c'est comme vous voulez. Oui, effectivement, des questions très intéressantes, mais aussi des précisions éventuellement pour ceux qui se souviennent, comme Oui. je pense. Oui. T'avais quel âge Ben, oui, ben, quand on démarre, mais je l'ai connu tard quand même. Elle a tenu le commerce jusqu'à quelle date Jusqu'en 66. 66. Ah, je vais quand même, attendez, avant qu'on passe aux questions, si vous voulez bien, je vais vous faire quand même le plan. Comment c'était? Parce que c'était... Mais non, j'ai été tout à l'heure. Regardez, alors, c'est plus rien à voir. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. Oh non, Voilà, non, voilà, c'était comme ça. La cour était comme ça. Voilà. Et on rentrait... Ben oui, moi, je me rappelle. Voilà. Non, on rentrait, pardon. Oui, oui, oui. Par là, hein. Oui, oui. Mais tout ça, il y avait un hall d'entrée, c'était couvert aussi. Voilà. Oui. C'était un Porsche. Un Porsche. Voilà. Bon, ben, j'ai Vous étiez pas dans pu la faire petite dessus. maison, vous étiez dans la petite maison Oui. du coup, dans la maison chez Jean-Marc. Le forgeron, enfin, en dernier. Ouais, il y avait un non, Bon. forgeron. donc c'était Alors. la maison à Jean-Marc. Oui, oui, oui. Que je vous dise la grange, cette fameuse grange. Oui. Bien sûr, j'ai pas pu faire la façade parce que vous n'aurez rien vu de la pièce. Non. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Voilà. Et ça, c'était le porche ou c'était la maison? Non, c'est de la grange, quoi. Il y avait un rez-de-chaussée et un escalier de meunier qui montait à l'étage. C'était le grenier au-dessus. Oui, oui, il y avait un grenier. Mais Oui, le grenier, oui. Mais on passait, il y avait un passage entre le garage, qui existe toujours, et ce grenier. Il y avait donc un porche et il y avait un passage qui reliait les deux greniers. Ah, ça, moi, je n'étais pas monté dans le grenier. Hein. Moi, j'ai connu Parce qu'il ça. n'y avait pas de rambarde, il n'y avait rien, vous comprenez? Oui, il y avait il y a une pièce question au-dessus, là-bas. quoi, hein. Il y avait une grande pièce en bas et puis Oui. il y avait le grenier. Voilà. Bon. Non mais puisqu'on discute de ça, il me semble qu'il y a François Joncourt qui est au fond, là, qui se souvient aussi. Je ne suis pas sûr, puisque Marie pose la question, je ne suis pas sûr que c'était dans la maison qui était après la maison de Chez Jean-Marc, j'ai Jean-Marie toujours entendu Bourron. Je crois gens qu'il dire disait qu'il y avait... que... C'est toi qui qu'ils disais qu'il y avait étaient un dans truc la à côté du maison de puits, Jean-Marc. non? C'est toi qui disais... François. François, tu disais qu'ils étaient dans une maison à côté du puits et non pas dans la maison où était Mais si, c'était dans la grange, qu'on était. Enfin, dans la grange. C'était. Ah, c'est là qu'il y Oui. a peut-être, oui. oui, Moi, oui, je ça n'ai me pas revient. connu. C'était une petite maison. Ouais. Et comment les polaires qui ont habité là-dedans, Et alors, Donc on ne parle pas de la même maison. hein. non, Non, non. Donc c'était Alors. Jean-Marc Forgeron qui était dans la maison. tout à l'heure, avant de poursuivre, ou alors je vais vous la faire voir immédiatement, comme ça situera mieux. Donc, nous étions pendant plusieurs mois quand même tranquilles, je vous ai dit tout à l'heure, nous étions quand même heureux d'être là, car il n'y avait plus de bombardements, plus de coups de feu, plus de bombes, plus de machin. Bon. C'était presque au cœur d'un village, c'était même un village très tranquille, car pendant quelques mois, nous n'avons vu aucun Allemand sur Bolasec. C'est par la suite. Oui. Un beau matin, voilà, des camionnettes, des jeeps, tout ce que vous voulez, des cuisines roulantes. Oui. On a retrouvé, en se levant le matin,
Voilà. Nous habitions là, dans cette chose-là. Oui, oui. Et à côté, ce bâtiment qui fait 4 fois ça, a été occupé, réquisitionné avec Madame Barbier, avec Joséphine, réquisitionné par les Allemands. Et ils se sont installés, il y avait une cloison qui nous séparait là, qui nous séparait, et puis c'était épouvantable quand même, parce que je vais vous dire quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des rutabagas, Oui, oui. ce beau légume. Eh bien, mon père avait travaillé dans une ferme, et on lui avait donné, en contrepartie de son travail, un morceau de jambon de lard bien blanc gras. Ça devait être un pibord Oui. costaud, quoi. Oui. On lui avait donné. Et donc ma grand-mère se servait, prenait un petit morceau de lard, comme on n'avait ni beurre, ni huile, ni rien, pour vous faire cuire. Oui. Et comme cette porte-là ne fermait pas, vous voyez, j'ai mis sur la porte. Il y avait un loquet. Oui. Et les boches qui étaient à côté, eh ben, ils sont rentrés. Et le matin, eh ben, le soir, quand on est arrivé, plus parti. Il avait piqué. Donc, là, c'était un peu la panique parce que, si vous voulez, eh ben, tout son moyen de cuisiner, eh ben, tout avait disparu. Ah ouais. Ouais. Donc, eh bien, ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1944. Nous avons été voisins. Et, bon, il n'y avait pas beaucoup de conversation parce que moi, je ne comprenais pas l'allemand et eux ne comprenaient pas le français. Alors, donc, mais c'était pas quand même, c'était des soldats, certes, mais ce n'était pas des SS. C'était pas la Gestapo. J'ai eu la Gestapo à 5 h du matin. Je vais vous la raconter tout à l'heure. J'ai eu la Gestapo qui est arrivée et qui ont frappé sur la porte avec la crosse de leur fusil. Mais alors, le temps que ma mère n'était pas là, il n'y avait que ma grand-mère. Et moi, évidemment, je dormais dans ce lit-cage. Le temps que je sors du lit, que je sors du lit, que je me lève, qu'on tire ce fameux lit-cage pour pouvoir le replier, parce que c'était comme un portefeuille qui s'ouvrait. Il fallait le faire rouler pour pouvoir redresser, et puis... Oui, oui. Hein, c'était métallique alors. C'était métallique. Voilà. Oui. C'était ça. C'est ça, dans le temps, oui. Voilà. C'est ça qu'il y avait là. Oui, métallique, oui. Voilà. Donc, alors, terroriste. Oui, oui. Oh. Oh, voilà. Alors, ma grand-mère disait non, c'est pas de terroriste. Alors, un est resté en bas et un autre est monté dans le grenier. Et ils avaient une baïonnette au bout de leur machin. Et ma mère avait envoyé des nappes qu'elle avait brodées, en cousues dans du tissu. Tous les ballons ont été pour voir s'il n'y avait pas. Ah oui. Oui. Et ils ont dit, nous revenir, Ah oui. terroristes. Terroriste. Alors s'ils savaient, parce que mon père qui était donc dans le maquis de Bolazec, avait sa mitraillette cachée sous les fagots de bois à 20 mètres d'eux. Je ne vous dis pas que s'il avait trouvé ça, Oh, oui. Voilà. nous aurions fini dans le puits. Oh, oui. Ma mère disait, on sera jeté dans ce puits. Et la mitraillette était à 20 mètres des soldats. Et le soir, ils venaient, qu'il faisait nuit, ils prenaient son arme et ils allaient faire le coup. Quoi. Et de surcroît, vous voyez, ce que j'ai fait ça, c'est pas pour imager. C'est parce que, à droite de notre porte, nous avions un anneau. Et ce bourrin
qui était un cheval, non un cheval de course, mais un cheval de trait, était attaché à ce bourrin, à cet anneau-là. Oui. Des fois, il était en travers de la porte, on ne pouvait pas rentrer, rien à faire. Ah oui. Ou des fois, la porte, on ouvrait la porte, il était devant, pas moyen de sortir. Il se frottait parce que ça devait Oui, gratter oui. contre les fagots. Il y avait des fagots qui tombaient. Ah oui. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ça parce que c'est plus facile. Voilà. J'ai en vitesse gribouillé ça et pour que vous puissiez vous rendre compte, notamment pour ceux qui n'étaient pas dans le coin. Bon, alors, des questions si vous voulez. Oui, André, Pascal. Ça s'adresse à toi, mais aux gens d'ici. Est-ce qu'ici, dans le village, quelqu'un savait qu'il y avait des juifs qui étaient cachés en plein cœur du village? Oui. Ou certainement. Et Vous l'avez trouvé, hein. Ils savaient, les gens? Oui, parce que, hein, Paul, voilà, mon père était le... Venez ici. viens, Paul. Viens. Le père de Paul, il savait tout. Voilà, mon père était donc l'instituteur du coin, et puis donc il représentait la résistance dans la région. D'ailleurs, mon père est venu travailler avec des de très bons amis. Voilà, donc, Et ton père était au courant. eh ben, bien entendu que mon père était au courant. D'ailleurs, il est arrivé un accident chez le forgeron qui se trouvait juste à côté de l'école, M. Robin. Oui. Et monsieur, le gamin de chez Robin était monté sur un escabeau, un tabouret, pour tirer la chaîne du soufflet de la forge. Malheureusement, ce tabouret a été sous ses pieds, et le gosse est resté pendu. Oui. Oui. Il est resté pendu. Son- Voilà, voilà. Et donc, Émeric est passé. Alors évidemment, hein, dans le coin, on allait dire, oh ben oui, c'est un étranger, en plus il est peut-être juif, vous savez. Et heureusement que le Galou, mon père, est arrivé juste à ce moment-là, et a pris la défense d'Émeric. Oui, Paul. Voilà, Tout à fait exact. voilà, c'est comme ça. Donc il savait très bien, dans le village, quelques personnes savaient qu'il y avait des juifs dans le coin. Ah, mais heureusement, quand même, qu'il n'y avait pas trop de miliciens dans le quartier. Paul, je vais rajouter quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'il avait réussi à avoir, je crois qu'il était avec le père d'Odette, qui était sabotier, Oui. et il avait eu une paire de sabots de bois pour aller travailler dans les fermes. Et monsieur Le Maine lui a dit, il faut que tu ailles mettre les ferrés, il faut que tu ailles mettre de la ferraille dessous, Oui. parce que ça va s'user trop vite. Oui. Alors, il est allé à la forge, Oui. et il a découvert ce gamin Robin, Ah oui. qui était... Il avait un pull à col roulé, la chaîne s'est pris dedans, et quand il est arrivé, le pauvre, il était mort. Le tabouret, Et c'est... monsieur Galou, Oui. d'ailleurs, alors, non, mon père avait été voir le maire pour lui expliquer. Et ton père est venu dire, c'est pas le réfugié qui a trouvé, c'est moi. Et une lettre de dénonciation a été envoyée à la mairie, à la gendarmerie du Helgoat, en disant, c'est pas vrai. C'est pas monsieur Galou qui a trouvé, c'est le réfugié. Ah, oui. Mais les gendarmes n'ont pas poursuivi. Ils ont dû mettre dans le rapport le directeur d'école, monsieur Le Galou, a trouvé. Mais, Oui, oui. tout à l'heure, je vais vous parler des Allemands qui avaient installé leur cuisine chez Barbier. Ça, c'est exact. Alors, je vais rajouter quelque chose. La cuisine se trouvait effectivement chez Barbier, mais les logements se trouvaient à l'école. Ils se trouvaient à l'école, donc Et ici à l'école des garçons, Ah oui. en face de la boulangerie Guéguin. Ah oui. Hein. Donc les 2 ou 3 classes qu'il y avait là avaient été liquidées, les enfants étaient dehors, bon, moi d'ailleurs, bien entendu, et les Allemands couchaient là. Ils couchaient dans l'école. Ah oui. Hein. Et ils avaient tenu d'ailleurs, la
l'adjudant ou le capitaine, je ne sais pas qui commandait ce groupement, voulait faire du grenier de l'école une prison pour ses soldats. Ah bon. Alors mon père, voyant ça, parce que bon, de temps en temps il faisait semblant de faire classe, mais de temps en temps il était dans le maquis. Donc il avait, comme le logement était assez vétuste, il avait démonté 2 ou 3 marches de l'escalier, et le Boche en question a passé la patte à travers l'escalier, il a dit non, je ne ferai pas une prison. Donc on a été débarrassé pendant un moment de ces Allemands-là. Mais ils sont venus 2 fois, il y a eu 2 compagnies d'Allemands qui sont venus. Mais c'était pas quand même des furieux, quoi. Non. C'était pas les SS, ni la Gestapo. Non. Mais bon, alors un petit détail qui va vous faire sourire, c'est que donc, en fin 1944, avant que les Allemands s'en aillent définitivement, nous étions tous les deux avec un bout de bois sur le dos et on imitait les Allemands, la chanson des Allemands, on trouvait ça pas mal, c'était joli à l'oreille. Voilà, alors on se baladait là devant l'école en chantant Ali, Allo, et puis voilà. Et mon père est intervenu, et je crois que c'est le premier petit coup de pied derrière que j'ai pris. Il m'a dit, Paul, tu chanteras ça un autre jour, tu verras plus tard quand je t'expliquerai, c'est pas forcément si beau que ça. Voilà. Et bon, après, pendant le maquis, j'ai souvent entendu mon père parler de ça aussi. Je sais que Korn, de ton père, donc, a été très courageux, parce que une fois, ils se sont retrouvés à encercler 2 ou 3 Allemands, ou une petite compagnie d'Allemands qui se trouvait dans le quartier entre ici et Skeignac. Et donc, il n'y en a que 2 qui ont encerclé les Allemands, tous les autres étaient restés derrière. Ces 2-là, c'était ton père, puis le mien. Ah oui. Tout. Et puis après, bon... Alors, je ne sais pas, parce que ça, je ne connais pas très bien l'histoire, mais avant, si vous voulez, la fin de la guerre, avant la fin de la guerre, c'est-à-dire à l'approche de la libération. Mais tu étais là aussi, Paul, quand on a couru pour aller à Quaderno. Et puis voir les Américains qui arrivaient. On avait le droit au chewing-gum et puis mais c'était loin, hein. Ah ben dans les Alliés, on passait à côté de chez une vieille femme qui s'appelait Marie Laloche, on disait. Il passait sur la route. Ouais, mais on était en tous les gosses de mon Moi, je vois. C'était incroyable. Alors, je vais quand même vous dire ça, parce que peut-être François, peut-être tu vas te rappeler, François. Je vais te dire, c'est pratiquement à la fin de la guerre, les Allemands avaient envoyé ce que l'on appelait des Russes blancs. Mais qui étaient un peu comme les légionnaires de chez nous. On les appelait les Russes blancs. Et avec M. Le Gallou, mon père, ils ont fait prisonnier des Allemands. Et il y a un qui a été prisonnier, qui a dit, qui a imploré. Et comme mon père parlait allemand, hongrois, russe, tchécoslovaque, tchèque. Alors, il a discuté en russe avec ces gens-là, et ce gars disait, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai une femme, j'ai 4 enfants, j'ai pas tiré un coup de feu pendant la guerre. Je n'ai tué personne. S'il vous plaît. Il s'était mis à genoux, il a imploré. Et mon père a dit donc au père de Paul, laissez les prisonniers, mais ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Parce qu'évidemment, personne ne comprenait rien. Il parlait en russe sur la fin. Sur la fin, oui. C'était des Russes blancs. Par contre, je sais où ils s'étaient réfugiés. Ils avaient peur, les Boches. Ils s'étaient réfugiés, Jean, tu connais le langue dans la garenne de l'Écourt. Oui. Et il y avait de la neige. Et ça, il y avait de la neige, un peu de neige sur le sol. Et les patriotes, ils ont suivi les traces. Ils sont partis se cacher dans la langue. En haut du pré, là-bas. C'est là qu'ils les ont. Oui. Par contre, je me souviens de l'arrivée des Allemands un matin vers 6 heures, quand ils ont tous réunis là sur la place, sur les voitures actuellement, et qu'ils ont fusillé Madame Méliès. Madame Méliès et sa sœur. Alors je me souviens très bien parce que donc, nous étions à l'école, mon père n'était pas là,
ma mère était avec nous, bien sûr, et ma grand-mère de Brest. Oui. Et en face, il y avait la boulangerie Gouéguin. Oui, oui, oui. Madame Gouéguin, fille, est devenue institutrice d'ailleurs dans le département de l'Eure, où je l'ai rencontrée. Voilà. Hein, bon, Et les- fermons la parenthèse. Et ce jour-là, donc, ma grand-mère était à la fenêtre. Les Allemands étaient passés, je ne sais pas pourquoi, ils vidaient tout le monde de leur maison. Donc une certaine Maria Gervais qui habitait presque en face, cette pauvre femme avait été éjectée avec sa mouette d'ailleurs. Là, ils n'étaient pas très calmes, les Allemands. Et ma grand-mère donc était à la fenêtre et appelait Madame Goyer en face en lui disant « Restez tranquille, restez tranquille ». Donc de peau, les Allemands se sont aperçus de ça et ils nous ont tous virés, arrivés ici. Et là, Madame Elias, à l'école des filles, à l'école des filles, avec sa sœur, n'a pas répondu tout de suite, elle a peut-être qu'ils ont haussé les épaules, et les Allemands, ont descendu ces deux femmes, dont une était mère de famille. Elle avait 5 enfants, 5, et la petite dernière n'avait que 2 mois et elle l'allaitait. Et la lettre, Ça avait été un drame dans Beaulavec. Toute la population était effondrée. Mais oui. oui, Toute la population était effondrée de ce crime odieux. oui. Bah, finalement, parmi le camp enseignant dans la commune de Bolasec, il y a quand même Madame Elias, sa sœur, et puis Monsieur Pierre Legac, qui était un jeune instituteur et qui lui s'est fait descendre un peu bêtement. Le squat, là. Voilà. Et il a voulu. Il a été blessé et puis il n'a pas pu s'enfuir Oui. lorsque les Allemands prenaient la route pour repartir en Normandie. Oui. Et là, il a été blessé. Où est-ce qu'il s'est fait tuer? Je crois que c'est sur la route de Pugnot. Je ne suis pas sûr. Il hein. fait- De Pugnot en extérieur. Le gars, Ils disent que c'était un le gars, Pierre. c'est un squat. celui qui s'était tué, quoi. Ah oui. Oui, Mais où est-ce qu'il s'est fait tuer précisément? Vous ça, savez je ou peux pas? pas. Ah ben, je ne peux pas vous dire. ben si, Sur cette- Non, parce qu'on en discutait, puis ça n'a non, non, mais c'est-à-dire que l'embuscade, les patriotes ont monté une embuscade à Loujois. Oui, C'était ça. Oui. Et là, les patriotes, c'est-à-dire il y a eu l'attaque, quoi. Mais oui, Obligé parce qu'il y avait des armes sur la route. Oui. Ben oui, et le gars, dénommé le gars, Oui. il s'est enfui vers le haut. Voilà. Alors les Boches, Voilà. vous visez, L'ont mitraillé. en la guerre, il ne faut jamais se pointer vers les... Eh bien, ils l'ont eu, hein. Une balle explosive dans la jambe. Il est tombé de l'autre côté. Bon, je sais, j'étais dans l'endroit. Ben, j'habitais à côté, à Kerlon. Ah oui. Et ce jour-là, je peux vous expliquer, j'étais avec ma mère tout seul aussi. Enfin, le gars, il a eu une balle explosive quoi, dans la jambe, mais il a voulu faire un garrot, mais ça n'a pas suffi, il a perdu son sang, il est mort. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je sais exactement. C'était quand tu étais à 40. Ben oui, j'étais à combien, même pas à 100 mètres du C'est patriote. entre là où tu habitais, puis Lousquat, alors dans le champ. Oui, oui. D'accord. Donc, Mitterrand, tu sais. Hein? Oui, oui, oui. Et je vais vous dire, le jour, parce que la population était au courant, et où habite Jean ici, chef Tang, parce que mon père était à la guerre, hein. Et on était à deux, quoi, mon frère, moi et ma mère. J'avais 2 ans quand mon père est parti à la guerre. Et mon frère, 6 ans. 6 mois. 6 mois. Voilà. Et puis on dormait, ben là les Boches, on les a vus. Et c'était comme ça, le matin, plein de Boches partout. Et puis il fallait vivre avec. Et chef Tang et le voisin, il était au courant parce que il y avait pas mal, on réquisitionnait des gars pour protéger la ligne téléphonique. irresponsable. Voilà. Mais les gens, à la fin, ils se cachaient. Mais on venait tôt, on fouillait partout, il fallait que... Alors, chef Tang, il était au courant de ce qui se passait à peu près. Et il nous a dit, nous voir ma mère, aujourd'hui, il y a quelque chose de bizarre, il nous a dit en breton, quoi. Drôle. Hein? On n'a pas que drôle, quoi, celui qui connaît le breton. Quelque chose, ne restez pas là, partez.
ne restez pas là, mais il ne nous avait pas dit plus. Hein. Alors nous, on est venus chez mon grand-père à Bézidel, où j'habite là maintenant. Je connaissais tout ça, je connaissais Bolazec comme... j'ai toujours vécu, je venais voir mon grand-père, enfin, Bézidel. Bon, ma mère va chez son père, quoi, chez ses parents, Bézidel. Bon, il y avait le Vinoge, le sentier, entre Lousquat et Bézidel. On faisait le passage à pied. Bon, passer la journée à 6 heures, rien s'est passé. Tout calme, impeccable. Oh, dit ma mère, on va rentrer à la maison. Il était 6 heures. Et c'était au mois de juin, hein. C'était le mois de juin. Marie Pépo, là, elle se connaît le jour. Hein? Ça a une date. C'est début juin. Hein? Le 11 juin, Jean. Hein? Le 11. Ben Jean-Paul. Et Jean-Paul, tu es la famille. Je pas, mais... Non, tu n'étais pas, tu étais... voilà, mais... donc, voilà. Et donc, à 6 heures, moi, juin, il faisait jour. Hein. Bon, ma mère décide, on va rentrer. Tous les deux, tous les trois, quoi. Bon, arrivé à mi-chemin, c'était un sentier, hein, entre Bézidel et Kerlon, il y a à peine un kilomètre. Hein, enfin, avec les dévers et tout, il y a 1 kilomètre. Arrivé en face de Pragenou, à 500 mètres, sur le découvert, comme ma mère me dit, mais là-bas, c'est bizarre, hein. Non, c'était pas comme ça. Mais non, les patriotes avaient abattu les arbres. Et on voyait clair. Oh là, dessus, pardon, et oh là, et ça tirait de partout. Et là, on s'est couché là, derrière le talus. Le temps que ça se passe. Mais ça a duré un moment. Hein. Et après, alors, on rentre quand même, on n'avait pas si peur que ça parce qu'on ne se rendait pas compte. Ma mère ne se rendait pas compte. C'est un peu l'inconscience. Oui. Et nous, on était jeunes, hein, on avait 5-6 ans, mais 5 ans, en cas, même pas, 5 ans, quoi. J'ai été avec votre père, mais tout petit, quand j'ai dit. Oui. Et c'est la mère à Jean-Paul qui est venue nous annoncer. Ta mère, elle n'avait pas peur non plus, tu vois. Et elle est venue chez nous dire que il y avait 2 d'enlevés dans le village, avec les bouches. Le prix otage, quoi. Oui. Hein? C'était ça. La mère de Jean-Paul habitait Lousquat, donc le même village. Oui, le même. On habitait 300-400 mètres l'un de l'autre. Oui. Oui. Et c'était en bordure de la route Calac avant comme Jean habite là. Jean Le Soin a acheté la ferme où habitait M. Tanguy, qui est venu nous avertir. Mais Jean, tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, la population savait, que les cordes étaient là, donc la population n'a pas été bienveillante. Mais, tout à fait. Tu vois, au départ, les Boches n'étaient pas méchants, comme vous avez dit. Non. Ben, Pétain, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait bradé la France, non? Ben, on était avec eux. On était avec eux au départ. Et après, alors, en 40... Mais quand les cordes sont arrivés, en fait, on savait que c'était... vous étiez réfugiés. Ah, bien sûr qu'ils savaient, on nous appelait. Et donc, la population bienveillante n'a pas du tout dénoncé. Ah non, jamais. Je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner. Oui, mais ce que je veux dire, Yves, la population était au courant vis-à-vis des Allemands, quoi. Ils savaient, en gros, quand on allait les attaquer, et puis il y avait le maquis. Ah oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y avait encore d'autres réfugiés à Bolazec? Je crois qu'il y avait d'autres réfugiés. Il n'y avait pas de Belges, il n'y a pas de Belges. Et les Allemands savaient aussi qui était responsable un peu de tout ça. C'était M. Tanguy, là. On a mis le feu chez lui. J'ai vu, il était cultivateur, quoi. Et un jour, les Allemands faisaient du rasmot. À la fin, ils ont foutu une grenade incendiaire dans chaque tas et tout a brûlé. Et ma mère est partie dire... Elle était allée à Morlaix en car et Joséphine Barbier lui avait dit, Madame Corne, vous ne voudriez pas, s'il vous plaît, me rendre un service?
Bien sûr, Joséphine, qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, si vous pouviez passer à l'entrepôt des tabacs, me ramener la provision de tabac pour le mois. Ah oui, Ben, il dit, il n'y a pas de souci, oui, bien sûr, je vais aller prendre ça, bien sûr. Bon, alors, elle lui a donné le ticket pour pouvoir retirer la marchandise. Et puis, c'était Arthur Dinaët qui conduisait le car, le vieux car, là. oui. Et puis, arrivé au chemin du retour, ça devait être un petit peu en dessous de Quaderno, là, dans la grande ligne droite. Oui. Et tout d'un coup, mitraillette, le car avait ralenti dans la côte avant d'arriver à Quaderno. Oui. Les maquisards sont sortis, mitraillette au poing. Dinaët, Arthur, évidemment, s'est arrêté. Ils sont montés dans le car, il a dit, Oh. on vient prendre la ration de tabac. Oui. Alors, Oui, mais c'est- il est monté à la mitraillette, il a dit, vous donnez la mitraillette et on vous fera aucun mal. Alors il a dit à Arthur, Arthur, donne-leur le tabac. Alors ils ont chargé les sacs, il y avait plusieurs sacs, c'était toute la ration pour tout le monde. Donc il y avait le truc qui pue aussi Oui, dedans, oui, ouais. oui. Il y avait tout. Hein. Oui. Et Mais un des maquisards est remonté dans le car et lui a dit, vous direz à Joséphine que dans 3 jours, quelqu'un passera payer. Ma mère était catastrophique. C'est pas possible. C'est pas possible. le tabac. Donc elle arrive et elle dit, vous vous rendez compte, Joséphine, qu'est-ce qui m'est arrivé? On a été dévalisés. Les maquisards ont... Elle a dit, c'est pas grave. Mais écoutez, Joséphine, ils m'ont dit, il m'a promis que dans 3 jours, quelqu'un viendrait envoyer une enveloppe et vous réglerez. On verra, Madame Corne, on va voir, on verra. 3 jours après, un type cagoulé qui arrive, alors que les Boches étaient derrière. Hein. Oui. Oh. Il est rentré chez Joséphine, chez Barbier, avec une enveloppe, pile poil le compte. Comment ils ont fait? Pile poil au centime près. Ah oui. Alors, comment ça s'est passé? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ils ont trouvé la facture dans le sac. Ah, ben peut-être. Ah, peut-être. Ils savaient le prix, Hein? ils savaient le prix des choses. Eh bien, elle a été payée. Et elle a été payée, mais ce mois-là, ben, il n'y a plus de tabac. Ah, ce qui est butineux. Bon. Alors, bref. Bon, l'après-midi, nous allions marcher avec ma grand-mère. On cherchait du bois mort. On descendait vers un joli moulin sur la droite, au creux d'un cours d'eau. La propriétaire demande à ma grand-mère si elle ne voudrait pas raccommoder les sacs de jute. En contrepartie, je vous donnerai un peu de farine. Bien sûr que nous étions heureux, le pain était une horreur, immangeable, même de la paille dedans. C'était vraiment la guerre. C'était du son qu'on mettait. Ouais, ouais. Le son. Oui. Un jour, ma sœur cadette est tombée malade. Il faut dire que ce n'était pas une maison, mais une grange, l'hôtel des courants d'air, plus le vent qui descendait de la cheminée. Rien n'était clos, nous n'avions pas de bois. Des fois, nous trouvions des tossous de l'homme. Autrement, c'était avec des fagots achetés, juste pour cuire quelque chose, mais pas pour chauffer, qui tiennent au feu. Alors, est-ce une congestion, une méningite? Je ne sais pas. La doctoresse venait tous les jours la voir du Elba. Et pendant 9 jours, elle était raide comme morte, raide, les yeux clos. Et les derniers temps, elle n'osait plus venir à la maison, elle n'osait plus venir chez Joséphine. Elle passait d'abord voir le maire du village, lui demander si elle n'était pas morte. Et puis, ma grand-mère a réussi, avait un tout petit peu de café, qu'elle a broyé, qu'elle a écrasé, qu'elle a piné, et elle a fait chauffer un petit peu d'eau, et elle a réussi à faire passer un peu de café pur. Et peut-être une demi-heure après, une paupière qui bouge, l'autre, et puis c'est reparti. Et pendant 9 jours, elle était... Voilà. Bon, alors là, ce qui nous embêtait, c'est bien sûr, c'était qu'elle meure, hein. Mais ce qui nous embêtait le plus, c'était de savoir où l'enterrer.
Et comment faire? Bon, avec notre grand-mère, on est allé chercher des escargots, c'est là je vous la raconte parce que ça vaut le coup. On était allé chercher des escargots dans le mur du cimetière. Avec des balais de parapluie dans les trous, là, on avait ramassé des escargots. Et puis, bon, je dis, ben, il y avait l'opercule qui était dessus, c'était l'hiver, donc je me dis, il faut quand même qu'il dégorge un peu. Et comme il restait de la vieille farine, qui avait un petit peu des trucs dedans, hein, on a dit, bon, on va mettre ça sur les escargots. On avait mis ça dans l'auge, en pierre, hein, et puis la farine dessus. 2 jours après, on arrive, plus un seul escargot, plus un seul. Ils étaient tous partis. Et alors, on s'est dit, mais c'est pas possible, ils sont tous partis. On retourne dans le cimetière. Toutes les pierres tombales. Un circuit des 24 heures du Mans sur toutes les pierres. Je crois qu'on a dû passer 3 jours à nettoyer tous les effacer ça. Mais on lavait, mais ça reblanchissait. Là, voilà. Ça a été plusieurs jours. On a été plusieurs jours. Hein. Oui, oui. Allez, bon. Voilà, ça c'est une anecdote. C'est une anecdote. Bon, Madame Barbier était contrainte de mettre à la disposition de l'armée d'occupation. Nous ne pouvions pas être plus près, ils étaient méfiants envers nous. Tout ce que nous demandaient, qu'est-ce qu'on faisait là dans ce taudis, de la manière dont nous étions habillés ne correspondait pas avec la grange dans laquelle nous vivions. Ils se posaient des questions à notre sujet. Combien de fois ils essayaient de savoir quelque chose. Où est ton père? Mort, qu'on lui répondait. S'ils savaient que la mitraillette était cachée à 20 mètres d'eux, sous les fagots. Alors le cheval, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Un jour à 5 heures du matin, les hurlements terroristes, je vous l'ai dit aussi. Et les gendarmes sont venus recueillir un témoignage. Alors c'est ce qu'avec Paul, le Galou, il y avait le fils qui devait actionner le soufflet, et M. Galou est allé trouver les gendarmes en disant « C'est moi qui ai trouvé le petit Robin, c'est pas le réfugié. » Et là, il y a une lettre qui est arrivée à la gendarmerie de Guelgoat, ma foi, c'était le contraire. Voilà. Printemps, donc là, il y a eu le coup de la commandature. Il y avait 5 de la commandature de